Donc, comme il est 18 h, on va pouvoir commencer. Donc, comme je disais, bonjour à tous. Nous avons des nouvelles personnes qui arrivent de minute en minute. Donc, voilà, je me représente donc Axel. Je vais être la modératrice pour ce webinaire. Je vais laisser du coup la main à Serge Chambaud pour ce qui est de la présentation de notre cycle qui comporte donc quatre partenaires et qui s'occupe d'organiser des conférences tous les mois. N'oubliez pas de bien lire, effectivement, j'ai partagé mon écran, de bien lire les quelques points que j'ai mis sur la fiche. Donc, le fait que effectivement les micros sont coupés pour plus de fluidité et pour ne pas déranger les personnes qui vont intervenir pendant ce webinaire sur le thème du verre. N'hésitez pas, par contre, à poser vos questions sur le chat. C'est très important parce qu'à la fin donc, des interventions de chacun, il y aura une partie où je poserai les questions qui ont été posées par Zoom directement aux intervenants. Et n'hésitez pas aussi à couper votre vidéo pour la fluidité de la bande passante et donc du coup du webinaire. Je laisse maintenant la parole à Serge Chambaud pour nous présenter le cycle des PDSI. Bien, bonjour à tous, merci Axel. Effectivement, les petits déjeuners de la science et de l'innovation qui ont lieu maintenant le soir, donc l'aspect petit déjeuner est un peu perdu de vue, mais l'objectif reste le même. Il s'agit de donner la parole à l'industrie pour parler de recherche et d'innovation. Alors, ce cycle a été créé conjointement par la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale, les ingénieurs et scientifiques de France et l'Association française pour l'avancement des sciences, que je représente aujourd'hui. Et c'est des événements que nous organisons depuis 2014, quasiment plus de 6 ans, régulièrement, normalement à un rythme à peu près d'une fois par mois, et qui, en général, rencontre pas mal de succès. Alors aujourd'hui, nous allons parler du verre, de l'élaboration de ce matériau assez particulier. Nous avons deux interlocuteurs, deux orateurs, Didier Roux et Isabelle Rier. Je ne vais pas les présenter, je vais les laisser se présenter puisque je pense que c'est pas mal comme introduction. Et je vais tout d'abord donc donner la parole à Didier Roux. Bonne conférence à tous. Oui, bonjour à tous. Je suis à la fois heureux d'être avec vous et un peu désolé de ne pas vous voir. Même si c'est une technique assez efficace maintenant de passer par les moyens Internet pour discuter, présenter et quelquefois plus. J'avoue que dans certaines circonstances, je préfère autant être en direct avec une salle plutôt que dans cette situation. Alors, ceci dit, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Didier Roux. Je suis un physico-chimiste de formation et comme scientifique. J'ai été au CNRS pendant une bonne partie de ma vie, où j'ai effectué une carrière de chercheur en sciences fondamentales. J'ai créé des startups dans les années 90. Alors, j'ai échappé à tous les règlements qui existaient avant, puisque la première, j'ai dû la créer en 94 et la deuxième en 98, c'est-à-dire dans les deux cas avant la loi qui s'est appelée Allègre. Donc, j'étais dans ce qu'on appelle une zone grise, c'est-à-dire un peu en dehors de ce qui se faisait d'habitude. J'ai ensuite, tout en restant au CNRS, été directeur scientifique adjoint de Rhône-Poulenc, et ensuite j'ai suivi, quand Rhône-Poulenc a éclaté en Rhodia et Avensis, j'ai suivi du côté de la chimie, donc de Rhodia, tout en étant toujours au CNRS. Et en 2005, j'ai pris la direction de la recherche et de l'innovation du groupe Saint-Gobain, que j'ai occupé pendant 12 ans jusqu'en 2017. Voilà. Donc, j'ai été aussi professeur au Collège de France sur la chaire d'innovation technologique dans l'année 2016-2017, je crois. Et la conférence que je vais vous faire est directement liée à des cours que j'ai donnés au Collège de France. Je redonne la parole aux animateurs. Bien, donc merci Didier pour cette présentation. Donc, nous avons prévu d'organiser cette conférence en deux sous-ensembles. Le premier, c'est une présentation générale que vous ferez, Didier, sur les procédés d'élaboration du verre et les conséquences en termes de caractéristiques du verre et les possibilités offertes au plan industriel par
ces procédés. Et puis Isabelle Rayet ensuite interviendra pour nous donner un point de vue sur la façon dont les artistes peuvent utiliser ces matériaux pour procéder à des créations originales. Donc, on peut peut-être passer tout de suite à la première partie de cette conférence, donc la partie de Didier. À vous la parole. D'accord, donc il faut me redonner la main pour le partage d'écran, que je puisse mettre ma présentation à l'écran. Bien sûr. Est-ce qu'avant, on pourrait avoir peut-être une toute petite présentation Voilà, d'Isabelle. Oui, volontiers. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Isabelle Rayet. Je suis historienne de l'art, donc une formation d'histoire de l'art à la Sorbonne. Et j'ai fait une carrière dans le domaine de l'art contemporain et dans le domaine des centres d'art en France. Actuellement, je dirige un lieu qui s'appelle le Centre de création contemporaine Olivier Debré à Tours, dont le président est Patrice Debré, que vous connaissez certainement, qui est immunologue et qui fait partie du département de la Pitié-Salpêtrière et qui m'a gentiment proposé de participer à votre rencontre. Je suis là parce que pendant 9 ans, avant de prendre les fonctions actuelles, j'ai dirigé un centre d'art à Marseille, situé à Marseille, qui s'appelle le CIRVA, le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, et qui est entièrement dévolu aux relations entre les artistes et le verre. Voilà, donc je vous parlerai de cela, pas sous la forme vraiment d'une conférence, plutôt sous la forme d'une courte intervention. Voilà. Bien, donc je pense que je reprends la main. Je vais essayer de mettre à l'écran ma présentation. Donc, vous me dites… Voilà, je vais… partage d'écran, voilà, très bien. Voilà. Donc là, normalement, vous devriez voir la première de mes slides. C'est très voilà, bien. C'est très bien. Alors, je me lance. Donc, on va commencer par un petit film. Comme vous voyez, c'est un petit film qui a été élaboré par Saint-Gobain en Inde. Donc, je vous laisse regarder le petit film. Clear glass from Saint-Gobain. Voilà. Donc, ce petit film illustre une des propriétés. Vous allez voir qu'il y a 2 propriétés extrêmement importantes dans le verre. Il illustre la première propriété qui est la transparence. C'est un film qui est issu d'une série de petits films de ce genre qui sont passés à la télévision indienne et qui font que Saint-Gobain est très très connu en Inde. Si vous allez en Inde et vous parlez de Saint-Gobain, vous verrez que les Indiens connaissent très très bien Saint-Gobain et ont énormément apprécié cette série de petits films qui donc illustrent les propriétés et l'utilisation du verre. Alors la transparence, ça permet de faire plein de choses. Et d'abord, avant tout, le verre se situe dans un matériau, comme vous allez le voir, qui est tout à fait exceptionnel. Ce n'est pas du tout un matériau banal et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, la première des propriétés, c'est la transparence. Elle est illustrée ici par l'utilisation du verre dans 2 systèmes optiques qui permettent de voir à la fois l'infiniment grand. Alors ici, ça a été fait par évidemment le miroir de Hubble, le télescope spatial qui a permis de faire de grands progrès à la connaissance de l'espace, qui est un miroir fait argenté, bien sûr, mais fait de verre, qui a des propriétés tout à fait exceptionnelles au niveau du contrôle de la surface et de la morphologie sur grande distance du verre. Mais ça permet aussi de regarder l'infiniment petit. Vous avez ici la division cellulaire à travers un microscope qui est composé de très nombreuses lentilles et miroirs. Et comme vous le savez aussi, la microscopie moderne a fait de gigantesques progrès qui ont permis à la biologie aujourd'hui de comprendre beaucoup mieux la façon dont le vivant se comporte. Alors, ces conférences que je vais vous faire, cette conférence que je vous fais est un résumé extrêmement bref finalement de 2 conférences que j'avais données au Collège de France sur le verre, l'un autour des propriétés du matériau et l'autre autour des procédés. Et c'est
présentations sont accessibles sur le web, sur le site du Collège de France, où tous les cours des professeurs sont filmés. Et donc, vous pouvez très facilement retrouver des choses plus détaillées que ce que je vais vous dire dans ces 2 cours sur le site du Collège de France. Alors, la transparence. Alors, vous voyez ici illustré dans une maison évidemment un peu spéciale où il vaut mieux pas avoir trop de voisins, mais ceci dit, c'est une des propriétés emblématiques du verre. Quelques propriétés que je vais passer en revue extrêmement rapidement parce qu'elles sont complémentaires et importantes. La première, c'est évidemment, en plus de la transparence, c'est la durabilité. Le verre résiste au temps et vous avez ici des photos des merveilleux vitraux de la cathédrale de Chartres qui datent du XIIe siècle pour les plus anciens. Et comme vous voyez, ils ont magnifiquement résisté au temps, à la fois d'un point de vue de la luminosité et des couleurs, mais aussi tout simplement de leur fonction de séparation de l'intérieur et de l'extérieur. Ça résiste aussi très bien aux produits chimiques. Le verre est unanimement présent dans tous les laboratoires de chimie parce qu'on peut y mettre à peu près tous les composés chimiques ou presque, et c'est utilisé de tout temps, à la fois parce qu'il est résistant, mais aussi parce qu'il est, comme on va le voir, formable au sens des procédés, et ça sera la seconde propriété très importante du verre qui est liée à sa façon dont on peut l'élaborer. Alors, il est aussi résistant. Vous avez ici 2 photos. Alors, celle de gauche représente 2 ingénieurs de recherche du centre de recherche de Saint-Gobain des années 30 qui s'appuient ou sont juchés sur une plaque de verre et qui montrent que en fait, la plaque de verre plie mais ne rompt pas et montrent que le verre est un matériau résistant. Alors, la droite, c'est un peu plus compliqué pour faire la manip. Il ne suffit pas d'avoir des ingénieurs de recherche, il faudrait avoir aussi des éléphants. Alors, comme vous pouvez le voir en haut, au-dessus de la tête des éléphants, vous avez un morceau de verre qui est tenu un peu comme qui s'appuie sur deux barres. Et on a fixé à ce morceau de verre un cadre métallique qui supporte, comme vous le voyez, 3 éléphants et leur cornac, qui font que là aussi, ça illustre la propriété de résistance du verre. Bon, évidemment, la deuxième manip est un tout petit peu plus compliquée à faire que la première, mais on laisse à l'imagination de l'assistante toute autre manip de ce genre qui puisse être faite. Alors, non seulement il est résistant, il est transparent, mais c'est un matériau très dur. Alors, très dur, et vous en avez une illustration ici par alors c'est un restaurant bien connu des Parisiens, le restaurant La Pérouse, où vous avez des salons qui sont à l'étage, et si vous avez déjà eu ou vous aurez l'occasion d'aller déjeuner dans ces salons, vous verrez que ces salons ont des miroirs du 19e siècle qui sont rayés. Alors ce n'est pas parce que les propriétaires ne sont pas consciencieux et ne les remplacent pas, c'est parce que c'est des miroirs historiques. Vous avez sur ces miroirs la signature d'un événement qui est souvent décrit comme un peu caractéristique de la vie parisienne de l'époque, c'est-à-dire que c'était des endroits, ces salons, où les riches personnes, en particulier les sénateurs, parce qu'on pensait à l'époque qu'il existait un passage secret qui reliait directement le restaurant La Pérouse au Sénat, donc parlons des sénateurs, venaient déjeuner avec des courtisanes et leur offraient des bijoux avec du diamant, et ces courtisanes, pour, entre guillemets, s'assurer que c'était bien du diamant et pas quelques verroteries, utilisaient les miroirs du restaurant La Pérouse comme test pour les rayer avec le diamant, puisque le diamant est l'un des plus durs matériaux que l'on connaisse et plus dur que le verre, donc le diamant raye le verre. Voilà, donc des témoignages de l'utilisation du verre. Alors, cette transparence, alors je vais essayer de décrire très très rapidement et de façon extrêmement simple pourquoi c'est exceptionnel d'être transparent pour un matériau. Évidemment, aujourd'hui, ça l'est un peu moins qu'au 19e siècle parce que depuis les années 50, on a élaboré les matériaux plastiques. Or, il y a beaucoup de matériaux plastiques qui sont transparents. Mais si je vous pose la question, réfléchissez à des matériaux inorganiques, c'est-à-dire minéraux, donc en dehors des matériaux plastiques, qui soient transparents, en dehors du verre, dont on va reparler, eh bien, vous verrez que ce n'est pas si facile à trouver et qu'en fait, en dehors du verre, les seuls matériaux minéraux réellement transparents, ce sont ce qu'on appelle les pierres précieuses, qui sont en fait des monocristaux, et qu'effectivement, dans le minéral,
il n'y a que deux façons de faire de la transparence, soit d'avoir des monocristaux de minéraux, je vais essayer d'expliquer pourquoi, et ou du verre. Et qu'entre les deux, il n'y a pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout, de matériaux qui sont aussi faciles à fabriquer et à utiliser que le verre, qui est la transparence voulue. Une fois de plus, les matériaux plastiques répondent parfaitement à cette définition, mais c'est très récent d'abord, uniquement depuis une cinquantaine d'années, et dû à la même propriété qu'on va voir celle du verre, c'est-à-dire d'être un matériau amorphe. Alors, la raison de la transparence, elle est liée, et d'autres propriétés du verre sont liées à une structure qui est assez exceptionnelle, qui est fait que pour un minéral, au lieu d'être sous une forme cristalline, c'est-à-dire un arrangement périodique organisé dans l'espace des atomes, c'est une structure amorphe, c'est-à-dire comme dans un liquide, une structure désordonnée. Et vous avez ici la structure de la silice, qui est le composant principal du verre, à la fois sous forme d'un dessin, mais aussi sous forme de microscopie électronique sur une surface, où vous voyez bien la différence entre la structure de la silice cristalline, qu'on appelle le quartz, et la silice amorphe, qui correspond donc à un désordre équivalent à celui d'un liquide. Alors la raison pour laquelle les liquides, les solides monocristallins sont transparents, et pourquoi les solides qui ne sont pas monocristallins, donc polycristallins, ne le sont pas. Si vous prenez le quartz ou le sable, eh bien dans un cas, il est transparent, dans l'autre, il ne l'est pas. C'est pour la raison que je vais essayer d'expliquer. Quand vous avez un solide, vous avez des indices de la lumière qui sont différents selon les directions que vous regardez. Si vous avez, selon la structure géométrique du solide, vous avez 2 ou 3 des indices qui sont différents, c'est-à-dire que la vitesse de la lumière ne se propage pas de la même façon à l'intérieur du cristal selon les directions par rapport à l'orientation du cristal. Quand vous avez un solide polycristallin, à l'intérieur des petits domaines cristallins, vous avez le même phénomène, l'indice est homogène, mais par contre, vous avez ce qu'on appelle des joints de grains, c'est-à-dire des défauts qui existent entre différents morceaux cristallins qui ont des orientations différentes. Et donc l'indice, au lieu d'être bien défini dans une direction donnée, est réparti un peu aléatoirement en fonction de la direction des joints de grains, et surtout, vous avez des variations d'indices qui sont assez fortes quand vous passez d'un petit cristal à un autre dans un solide polycristallin. Au contraire, un amorphe, il a par définition un seul indice, quelle que soit la direction, et il est donc complètement homogène. Alors, lorsque les rayons lumineux se propagent à travers ces différentes situations, dans le monocristallin, certes, les indices ne sont pas les mêmes, mais comme les rayons se transportent en ligne droite, quand vous regardez par transparence le cristal, vous ne voyez qu'une seule direction, et donc pour cette direction-là, l'indice est homogène, même si, selon la direction, l'indice n'est pas le même. Donc, vous voyez une transparence qui est liée à la propagation d'un rayon lumineux à travers un milieu homogène. Au contraire, dans le polycristallin, ce qui se passe, c'est que le rayon lumineux va rencontrer des variations d'indices et surtout des plans qui sont des différences rapides d'indices d'un moment à l'autre, ces joints de grains, et à ce moment-là, vous avez une diffusion, une diffraction de la lumière qui font que le rayon lumineux, par diffusion, part un peu dans toutes les directions et que quand vous avez suffisamment de défauts de ce type, eh bien, vous avez un système qui vous paraît blanc, un peu comme les nuages ou le lait, c'est-à-dire qui diffuse la lumière dans toutes les directions et vous perdez cette transparence que vous avez dans le solide monocristallin. Vous retrouvez cette transparence évidemment dans le milieu amorphe, puisqu'il n'y a qu'un seul indice et que le milieu est complètement transparent. Alors, ça peut être illustré très facilement avec un matériau que vous connaissez tous, vous pouvez faire l'expérience chez vous d'ailleurs. Lorsque vous prenez du sucre, si vous avez du sucre en poudre, eh bien, il est blanc, il diffuse la lumière dans tous les sens parce qu'il est composé de petits cristaux de petite taille avec des joints de grains. Par contre, si vous faites du sucre monocristallin, et c'est possible de le fabriquer à la maison,
une variation très connue, c'est le sucre candy, même s'il est un peu coloré dans le cas du sucre candy. Ce sucre est à peu près transparent. Alors, pas parfaitement transparent, mais à peu près transparent quand il est sous forme monocristallin. Vous pouvez faire la même chose d'ailleurs avec du sel. Vous avez de magnifiques cubes de sel qui peuvent être poussés sous forme monocristalline à l'intérieur d'une solution saturée en sel, et vous retrouvez aussi cette transparence. Par contre, sous forme d'une poudre, vous avez du blanc, c'est le côté pluricristallin du matériau. Vous pouvez retrouver la transparence en faisant un matériau amorphe, c'est-à-dire en faisant fondre ce sucre sous forme liquide avant qu'il ne se transforme en caramel. Donc, il faut le faire fondre un peu, mais pas trop. Et lorsqu'il est avant de se transformer en caramel, vous voyez de nouveau, avec du sucre liquide, un système transparent parce que c'est devenu un matériau amorphe. Voilà, juste pour illustrer la raison de la rareté de la transparence dans le monde des minéraux et pourquoi le verre est exceptionnel, parce que c'est un matériau transparent que l'on peut fabriquer facilement en grande quantité. Il est évidemment, s'il fallait faire des vitres en diamant, il en existe d'ailleurs en saphir, hein, pour cette raison-là, c'est un des plus gros monocristals qu'on puisse faire à utilité. Donc on fait des parois en saphir dans certains cas très précis, mais en dehors du saphir, tous les autres métaux précieux, enfin tous les autres pierres précieuses ont du mal évidemment à être utilisées de la même façon que le verre pour des raisons évidentes de rareté et de coût. Alors on retrouve donc la petite expérience que je vous ai décrite. Alors la deuxième grande propriété du verre, qui est tout à fait aussi exceptionnelle que sa transparence, c'est le fait que la viscosité du verre varie continuellement avec la température. Alors pour illustrer ça, évidemment, une courbe assez classique où en échelle logarithmique, on porte la viscosité en axe vertical en fonction de la température. Et vous voyez qu'entre la température ambiante, où le verre est un solide, c'est-à-dire qu'il ne coule pas, il y a des d'ailleurs fausses indications sur le fait que le verre coule dans certaines conditions à la température ambiante, ce n'est pas vrai, il ne coule pas. Mais par contre, quand vous le réchauffez, à partir de quelques centaines de degrés, il s'amollit, et puis ensuite il devient pâteux, et puis ensuite il devient visqueux, pour finir éventuellement comme relativement liquide à très haute température. Et ça, sur une plage de température qui est environ de 1000-1500 degrés. Et donc, vous avez une continuité des propriétés de viscosité du verre qui sont exceptionnelles parce que continuent en fonction de la température. Vous pouvez passer d'un matériau solide à un matériau liquide continuellement et vous arrêter à ce qui vous intéresse comme, entre guillemets, propriété de viscosité en fonction de ce que vous voulez en faire. Et ça a été une propriété largement exploitée dans les procédés, et ce qui font que les procédés verriers sont des procédés tout à fait exceptionnels, adaptés à ça. Alors par comparaison, je vous mets un autre matériau emblématique de Saint-Gobain, qui est la fonte, et vous voyez que sa viscosité, donc en rouge, elle part d'une valeur infinie, je l'ai mis très élevée, mais elle est infinie quasiment pour la fonte, à brusquement la température de fusion, un peu au-dessus de 1000 degrés, hein, 1100 degrés, 1200 degrés, et là, à ce moment-là, d'un seul coup, la fonte se transforme d'un solide en un liquide qui est aussi liquide que de l'eau quasiment. C'est d'ailleurs assez surprenant pour les gens parce qu'on a du mal à imaginer ça, mais la fonte liquide a la viscosité de l'eau à peu de choses près, et d'un seul coup, à une température très précise, devient liquide. Et évidemment, les composés, les procédés de formage de la fonte ou des aciers en général ou des métaux en général sont très différents des procédés verriers parce que justement son comportement de cette viscosité en fonction de la température est très différent. Voilà. Donc ces deux propriétés, maintenant, il faut les garder en tête parce qu'elles expliquent absolument toutes les spécificités du verre. Il y en a d'autres qui viennent se rajouter et qui sont très intéressantes et dont je n'ai pas le temps de parler. Vous les retrouverez dans ces conférences du Collège de France. Mais il faut vous dire que ces deux propriétés, la transparence d'un matériau finalement facile à fabriquer, relativement facile à fabriquer, ainsi que la viscosité qui dépend de la température, c'est ce qui signe le fait d'un matériau qui a des propriétés absolument uniques.
Alors, les marchés du verre, donc je ne vais pas les détailler, il y a beaucoup plus d'informations ailleurs, mais c'est essentiellement 3 grands domaines historiques, dès le début, même s'il y a eu des moments où l'un a pu dominer l'autre. La décoration, Isabelle va nous en parler, et je pense que c'est très intéressant de montrer tout ce qu'on peut faire d'un point de vue artistique avec le verre. C'est un matériau qui se prête énormément à l'utilisation de la décoration et à l'imagination et la créativité des artistes. L'architecture, alors c'est une autre forme d'art, mais l'architecture est en quelque sorte un art, et comme vous le savez, le verre est un matériau que tous les architectes adorent, avec des spécificités de plus en plus compliquées au fur et à mesure que les technologies évoluent, et le verre reste un matériau complètement emblématique dans le monde de l'architecture. Et puis, par le fait que c'est un matériau finalement pas très cher et assez facile de fabrication, même si à certaines époques c'était considéré comme un matériau relativement cher, ça a permis de faire des objets d'utilitaires que l'on a tous dans la cuisine, des verres, des bocaux, etc., et qui de tout temps ont été utilisés dans le monde domestique ou industriel. Alors, on va parler un petit peu de 2 anecdotes que j'ai gardées, entre guillemets, sur les propriétés des verres, de façon et ensuite on passera au procédé. Alors, le premier, c'est pas une anecdote, mais c'est ce magnifique propriété que le verre est un solvant, un peu comme l'eau, assez universel. On peut dissoudre dans le verre des tas de choses, et en particulier des ions métalliques. Et le résultat de ça, c'est que quand on dissout dans le verre des ions métalliques, eh bien, on a des verres qui ont des couleurs, et qu'on peut faire varier les couleurs du verre à peu près à l'infini. Alors juste un point très particulier sur une couleur très spéciale, qui est illustrée historiquement par ce qu'on appelle la couleur rubis, qui n'est pas une couleur qui vient d'ions métalliques qui sont dissous dans le verre, mais qui sont faits avec des métaux, en fait, avec de l'or ou du cuivre, mais qui, lorsque l'on élabore le verre, on met un oxyde de cuivre ou un oxyde d'or, qui ensuite est réduit dans la réaction de fabrication du verre et forme des petits clusters, des petits amas de cristal de cuivre ou de cristal d'or, qui sont de très petite taille et ont un effet qui a été expliqué bien plus tard que la découverte de la couleur rubis, comme étant l'équivalent un petit peu des quantum dots, c'est-à-dire que vous avez une résonance de surface qui absorbe la lumière et vous donne des couleurs, d'où la couleur rubis, qui est une couleur tout à fait spéciale, spécifique au verre. Alors, une autre anecdote que j'aime bien décrire, et je ne citerai que celle-là, c'est la découverte du verre sécurite. Alors, le verre est un matériau, je vous ai dit, qui était dur, qui était aussi résistant. On en a vu quelques illustrations. Mais c'est un matériau fragile. Il ne faut pas confondre la dureté et la fragilité. C'est 2 propriétés mécaniques différentes. Donc c'est un matériau fragile, c'est-à-dire que sous un choc, il se casse. Et nous en avons tous fait largement l'expérience. Et cette histoire donc, du verre sécurite commence par un chimiste, Édouard Benedictus, qui en fait travaillait sur le colophane. Donc c'est une précipitation qui se dissout, enfin qu'on dissout dans un solvant alcoolique et puis ensuite qui peut être précipité d'une sorte de polymère naturel. Et il travaillait sur ce colophane, et un jour il laisse tomber un de ses béchers dans lequel il avait fait des préparations, qui était sec, il le fait tomber par terre. Et au lieu de se casser en 1000 morceaux, comme on le voit sur cette photo, eh bien, il est resté cassé, mais entier. C'est-à-dire qu'il a gardé une certaine cohérence tenue par le film de colophane qui s'était déposé sur les parois. Alors, ce monsieur Benedictus a eu l'idée d'inventer, alors, à vrai dire, ça s'est passé comme toujours, de façon un peu, le hasard a permis de cette découverte. Il a fait cette observation, puis il a passé à autre chose, il l'a un peu oublié. Puis un jour, il a assisté à un accident de voiture où une femme a été blessée au visage parce que le pare-brise de la voiture avait éclaté et l'avait blessée. Et il a été un peu horrifié par cet accident. Et il s'est rappelé de son verre qui était resté un peu entier lorsqu'il était tombé sur le sol. Et il a eu l'idée d'inventer le verre qui à l'époque s'appelait le verre triplex, c'est-à-dire de mettre une couche de colophane entre 2 plaques de verre pour maintenir, même en cas d'accident, les morceaux de verre et les empêcher de blesser les passagers. Alors,
il y a une photo dans Saint-Gobain que Saint-Gobain a gardée et qui est célèbre, ce verre triplex donc, qui avait été ensuite racheté par l'entreprise Saint-Gobain pour en faire des verres automobiles, qui a été le début de l'aventure de ce qu'on appelle Sécurite aujourd'hui, qui est cette entreprise qui fabrique des pare-brises et du verre pour voitures un peu partout dans le monde. Ce verre triplex, eh bien, vous avez ici une photo d'un pare-brise avec une trace d'une balle, et c'est en tête la voiture de Clemenceau. Et Clemenceau a été victime d'un attentat, et son chauffeur, donc quelqu'un a tiré sur la voiture de Clemenceau, et le verre triplex a arrêté la balle à l'endroit même où ce morceau entre guillemets du pare-brise a été coupé, et derrière vous avez la photo de le chauffeur de Clemenceau posant près de la voiture de Clemenceau, et avec une inscription écrite ici. Voilà, vous avez le chauffeur de Clemenceau et vous avez une inscription qui est écrite ici, voilà, qui dit au verre triplex qui m'a sauvé la vie, parce que le verre triplex avait arrêté, avait dissipé en quelque sorte l'énergie de la balle par la fracture et le plastique qui était derrière le colophane, et avait sauvé la vie du chauffeur parce qu'il n'avait pas traversé entre guillemets complètement le pare-brise. Voilà. Alors, Hergé, lui aussi, savait ça. Vous avez ici, en fait, une planche qui est extrait du sceptre d'Ottokar, qui est le premier Tintin où la Castafiore apparaît. Et pour ceux qui sont des adeptes de Tintin, la Castafiore se met, comme elle aura l'habitude de le faire dans les autres albums de Tintin, elle se met à chanter, et Tintin, rassuré par le fait que les vers sont en sécurité, se rassure en se disant que les vers résisteront au chant de la Castafiore. Vous voyez que ce vers est devenu maintenant évidemment très célèbre et est aujourd'hui une marque de verre automobile largement utilisée. Alors, on va parler un petit peu des procédés. Alors, les procédés, évidemment, vont mettre en œuvre cette propriété dont je vous ai parlé, qui est la viscosité qui varie continuellement dans le temps, avec la température, pardon. Alors, d'abord, le verre, très simplement, c'est quoi? Alors, c'est principalement trois composés. Du sable, la silice, je vous en ai parlé. Alors, il faut un sable un peu spécial. N'importe quel sable aujourd'hui n'est pas utilisé pour faire du verre. Enfin, un sable majoritairement composé de silice. De la soude, ce qu'on appelle la soude, qui est en fait plutôt du carbonate de sodium. Cette soude amène les ions sodium, qui vont avoir un rôle extrêmement important parce qu'ils vont avoir le rôle de fondant, c'est-à-dire ils vont abaisser la température de fusion de la silice. J'y reviendrai juste après. Et puis de la chaux, c'est-à-dire là aussi on l'appelle de la chaux, mais c'est plutôt du carbonate de calcium. Ce carbonate de calcium sert à structurer, à rendre un peu de structure au verre qui est trop, entre guillemets, amolli par la soude, et un verre uniquement composé de sable et de soude et se dissout avec le temps assez facilement dans l'eau. Enfin, ça met du temps, il ne se dissout pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, l'eau finit par dissoudre un petit peu le verre, et la chaux lui permet, le carbonate de calcium lui permet de redonner un petit peu d'insolubilité et de structure qui donne une meilleure résistance à l'eau pour les verres modernes. Enfin, les verres modernes, c'était déjà comme ça que les verres étaient élaborés au Moyen-Âge ou avant. Ces trois composants, alors des fois c'était de la soude ou du potassium, du sodium ou du potassium. De même, le calcium peut être remplacé par d'autres ions multivalents aussi. Mais enfin, c'est la base de la formation du verre. Alors, je ne résiste pas à vous raconter une histoire qui est supposée être fausse. Alors moi, je ne suis pas aussi convaincu que les historiens qu'elle soit fausse, mais bon, c'est une autre histoire. Alors, cette histoire, elle est merveilleuse. Elle a été racontée par Pline l'Ancien. C'est l'histoire de la découverte du verre. Alors en fait, c'était des marins phéniciens qui avaient des blocs de natron. Alors des blocs de natron, c'est des blocs de carbonate de sodium, justement, dans leur cale pour lester leur bateau. Et puis ils se sont arrêtés sur une plage et puis ils ont fait un feu. Et ces blocs de natron que vous voyez sur le dessin servaient à tenir le feu et à maintenir le feu pour les besoins culinaires de l'équipage. Et ce qu'ils ont vu, c'est un liquide se mettre à couler à la jonction de ce natron, donc ce carbonate de sodium et de la silice, se mettre à couler à l'intérieur du feu et de déborder sur leur plage. Et en fait, ils avaient utilisé donc du sodium, le carbonate de sodium, comme fondant de la silice, et abaissé suffisamment le point de fusion
dans le cas présent, on peut penser qu'il faut quand même atteindre des températures de l'ordre de 800 ou 900 degrés pour fabriquer le premier verre, c'est-à-dire de la silice fondue à une température accessible avec du bois. Ça a été le début de la fabrication du verre. Alors, il y a aussi une phrase que j'aime bien, qui est faite par un membre de l'Institut à qui on avait demandé de faire un gros livre sur l'histoire de Saint-Gobain, qui est cette phrase: une glace est un objet précieux tiré des matières les plus vulgaires. Voilà, je trouve que c'est une belle illustration de ce que sont les procédés industriels, comment faire avec des matériaux entre guillemets vulgaires des objets précieux. Je trouve que c'est une très très bonne illustration du monde des procédés. Alors, ce qui se passe quand on fait fondre ces trois constituants, et puis bien d'autres d'additifs qu'on peut rajouter dont je ne parlerai pas, ce qui se passe, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, qu'on ne comprend même pas complètement aujourd'hui. C'est un mélange de réactions physico-chimiques et chimiques ensemble, un milieu solide, gazeux et liquide, et des réactions complexes qui sont liées à la fois à la dissolution des matériaux, mais aussi à leurs réactions chimiques. Et tous les verriers vous raconteront des tas d'histoires sur quelque chose qui les obsède beaucoup, par exemple le contrôle du redox, c'est-à-dire que le verre a des propriétés, des couleurs et des comportements très différents selon qu'il est fabriqué à différents redox, et le redox étant contrôlé à la fois par les constituants, mais aussi par le procédé, le redox voulant dire tout simplement le potentiel électrochimique du verre. Alors, cette propriété de viscosité qui varie avec la température, les ancêtres se sont très très vite aperçus qu'on pouvait la mettre à profit pour former le verre. Et vous voyez ici un dessin d'Égypte antique, 2000 ans avant Jésus-Christ, où déjà on trouve des dessins qui montrent qu'on travaillait le verre de la façon qui a passé des siècles et qui continue à exister aujourd'hui, c'est-à-dire en prélevant du verre fondu et en jouant sur la température pour le former, c'est-à-dire le mettre en forme. Alors, c'est évidemment la base de procédés verriers. Vous avez ici, vous le faites fondre et ensuite vous réglez par sa température la capacité de le transformer, de le coller, de le modifier. Il y a tout un tas d'opérations que vous pouvez faire avec du verre à condition de contrôler sa température. Alors, les fours, ils sont très anciens, bien sûr. Toute la Méditerranée, en fait, le verre est né, entre guillemets, sur une plage du côté d'Israël, et les fours, on les retrouve tout autour de la Méditerranée lorsque il y a des endroits où il y a du sable, la possibilité de faire du feu et la possibilité d'avoir accès au natron à l'époque. Et puis ensuite, on a utilisé d'autres matériaux pour amener le sodium. Il y a plein de choses intéressantes autour de ces matériaux. Donc ça, c'est un four qui a été retrouvé du côté d'Israël. Mais une grande étape dans l'élaboration des fours a été l'invention du four Siemens, qui est une véritable innovation, qui a été un four où on a pensé récupérer la chaleur. Et vous voyez la structure de ce four qui date du milieu du 19e siècle. Et si je mets la structure d'un four moderne, vous voyez qu'il y a de grosses différences, bien évidemment, mais le principe de base était déjà celui utilisé au 19e siècle par ce four Siemens. Alors, un four moderne, c'est une sorte de grande piscine avec une surface très importante, plus de 100 mètres carrés, et vous avez des brûleurs qui chauffent la paroi du four, un peu comme dans les anciens fours à pain. Ça chauffe la voûte, qui renvoie par radiation la chaleur sur le verre et qui le fait fondre donc les matériaux et élaborer, c'est-à-dire permettre à toutes ces réactions chimiques que je ne vous ai pas vraiment décrites, mais dont j'ai cité un peu l'existence, de se produire. Et donc ce four moderne, ça devient des usines. Alors là encore, je vais citer une usine qui se situe en Inde. C'est une usine moderne, parmi les grandes usines modernes de Saint-Gobain. Et il faut vous dire qu'une usine moderne, on verra qu'il utilise le procédé qu'on appelle le procédé float, et j'expliquerai un petit peu ce que c'est, produit aujourd'hui quasiment sans s'arrêter pendant 15 ans, parce que la durée du four, c'est une quinzaine d'années, 1000 tonnes par jour de verre. Donc imaginez-vous qu'un objet de ce style, et si vous avez eu l'occasion de visiter un four qui fabrique du verre float, c'est très impressionnant, pendant 15 ans, de façon continue et sans s'arrêter quasiment,
vous allez fabriquer 1000 tonnes par jour de verre, c'est-à-dire des quantités extrêmement importantes. Ce qui rend évidemment le prix du verre accessible, c'est cette productivité absolument fantastique des usines modernes. Alors, dans les procédés, il y a d'abord un point qu'il faut comprendre parce qu'il a été oublié et qui est extrêmement important. C'est la différence entre la glace et le verre à vitre. Aujourd'hui, on ne parle plus, même si le mot glace existe encore, on ne parle plus vraiment de cette différence. Et essentiellement, on ne parle plus de cette différence parce que le procédé final, celui dont je viens de vous parler, le procédé de flotte, a rendu en un seul procédé la glace et la vitre à peu près équivalentes. Ce n'était pas le cas historiquement, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, vous avez une magnifique illustration du verre pour la glace, c'est-à-dire pour les miroirs, et du verre pour la vitre. C'est évidemment le château de Versailles avec cette galerie des glaces, où vous avez d'un côté des vitres qui donnent sur le jardin, et de l'autre côté des magnifiques miroirs qui reflètent cette lumière qui passe à travers les vitres dans cette pièce. Et là, vous avez, avec cette photo, l'illustration parfaite de deux des grands produits formés avec du verre. À droite, le verre à vitre, et à gauche, le verre pour miroir, qu'on appelle la glace. Alors, faut comprendre pourquoi ces deux produits étaient très différents. Il faut remonter à cette publicité de Saint-Gobain des années 30, où, encore dans les années 30, la différence entre la glace et le verre à vitre se faisait. Et vous avez cette photo de la Tour Eiffel, où vous avez dans le quart supérieur, dans la moitié supérieure de la glace, vous voyez la Tour Eiffel absolument parfaite, et dans le verre inférieur, le verre à vitre de l'époque, où vous voyez cette Tour Eiffel déformée par des propriétés optiques qui étaient loin d'être parfaites et loin d'être contrôlées dans le verre à vitre. Très couramment, vous allez dans un certain nombre d'immeubles dans Paris et ailleurs, vous allez retrouver des vitres de cette époque et vous verrez qu'à travers ces vitres, vous avez deux choses qui n'existent plus aujourd'hui. Le fait que ces vitres sont un peu gondolées, ont des épaisseurs différentes et donc l'optique n'est pas parfaite, un peu comme est illustré par la Tour Eiffel du côté du verre à vitre. Et aussi, vous trouvez en plus, et là, ce n'est pas vu, des bulles allongées qui viennent des procédés de fabrication du verre à vitre, dont je vous parlerai rapidement. Et vous avez d'ailleurs cette illustration aussi faite par, cette fois, le sceau, c'était les jetons de présence que l'on donnait aux administrateurs de Saint-Gobain, qui illustraient, c'était en quelque sorte l'image, l'emblème de Saint-Gobain. Vous voyez que l'emblème de Saint-Gobain était la glace et pas la vitre. En fait, Saint-Gobain a été très très longtemps une entreprise qui ne fabriquait que du verre pour les miroirs, et ce n'est que dans les années au XXe siècle que Saint-Gobain s'est mis à fabriquer du verre à vitre relativement tard. Et les deux métiers étaient très séparés. Vous aviez les gens qui fabriquaient du verre à vitre et les gens qui fabriquaient du verre à miroir. Et évidemment, le métier noble, c'était de fabriquer du verre à miroir qui était beaucoup plus contrôlé. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux procédés partaient au départ de la même façon, c'est-à-dire du verre soufflé. La seule façon qu'on avait de faire des plaques de verre, c'était de commencer par faire des bouteilles de verre, si vous voulez, qui étaient sous forme cylindrique, on va revenir là-dessus, et c'est ces cylindres d'assez grande taille qui permettaient de faire soit la glace, soit la vitre. Alors, vous avez ici une représentation de l'histoire des procédés extrêmement schématiques. On partait d'un procédé unique qui était de faire ces cylindres qu'ensuite on coupait soit pour faire de la glace, soit pour faire de la vitre, je reviendrai là-dessus, jusqu'à ce que on a une invention remarquable que je vais décrire, qui s'appelle la coulée sur table, permettre de faire de la glace avec un procédé différent du verre à vitre. Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est que j'ai marqué par des points verts les principales innovations de procédés qui ont été élaborées tout au cours de l'histoire du verre. Et vous voyez que du côté de la glace, c'est-à-dire en haut, il y a eu de nombreuses innovations tout au long des siècles. Pratiquement tous les 50 ou 100 ans, il y avait des innovations majeures qui ont permis d'aboutir au verre moderne. Par contre, pour le verre à vitre, il y a eu très peu d'innovations. Une seule grande innovation au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, dont je vais vous parler, qui est le verre étiré. Alors, les raisons pour lesquelles il y a une grande différence de capacité d'innovation pour la glace, alors qu'il y en a moins du côté du verre à vitre, c'est parce que la glace était le matériau noble. Vous allez voir qu'il coûtait à peu près 10 fois plus cher que le verre à vitre. Et donc, évidemment, les ingénieurs, les gens techniciens qui travaillaient sur les domaines s'attachaient beaucoup plus
à innover pour fabriquer de la glace qui avait beaucoup de valeur que pour fabriquer de la vitre qui était finalement, dont la propriété principale était de laisser passer la lumière et, comme on l'a vu, de ne pas forcément être d'un point de vue optique extrêmement contrôlé. Et ce n'est que dans les années 60, finalement assez récemment, au siècle dernier, qu'un procédé est revenu réconcilier la fabrication de la glace et la vitre, qui étaient donc séparés d'un point de vue des procédés et très souvent d'un point de vue des entreprises. Ça a été le procédé flotte dont je vous ai parlé. Alors, je vais essayer de passer rapidement parce que je vois que le temps passe et malheureusement, comme toujours, je suis un peu plus lent que prévu. Enfin, je me donne encore une dizaine de minutes. On va d'abord regarder les procédés qui permettent de fabriquer de la glace et non pas toutes les innovations, mais une ou deux de ces innovations majeures. Alors, je vous l'ai dit, la première façon de fabriquer la glace ou la vitre, donc on va parler de la glace, c'était de faire ces cylindres. Donc les cylindres, c'est fait en soufflant dans une bouteille, enfin dans du verre en fusion, en soufflant dans ce verre à fusion, vous faisiez une bulle d'air, et cette bulle grossissait, et avec un mouvement de rotation verticale, vous alliez allonger, parce que vous réglez la viscosité pour le rendre assez visqueux, pâteux, mais visqueux pour qu'il puisse couler, vous fabriquez cette grande bouteille, le plus grande possible que vous puissiez faire, limitée par la force de l'homme, et ensuite, vous allez le poser sur un support, couper les deux bouts du cylindre, donc faire un cylindre creux. Ensuite, vous allez fendre ce cylindre creux, comme le montre l'image sur la droite, par son milieu, et puis vous allez le faire réchauffer dans ce qu'on appelle une étendrie, c'est-à-dire un four qui réchauffe pas trop, mais suffisamment pour que le verre s'amollisse et s'étende, d'où le mot étendrie. Étendrie qui est toujours utilisé dans les termes d'un four moderne. Si vous, pour ces raisons historiques, vous avez dans le float un passage qu'on appelle l'étendrie, même s'il ne correspond plus réellement à cette façon d'étendre le verre, c'est-à-dire de le laisser se ramollir pour qu'il devienne plat. Alors, je vais passer tout de suite à l'innovation par rapport au verre soufflé, qui a été une innovation majeure du début du 19e siècle. Ça a été le verre coulé sur table. Alors pour ça, je vais vous passer 3 petits films. Je vais passer rapidement, mais ça va vous illustrer. Alors, l'idée du verre sur table, là, on le voit illustré par un tableau très célèbre, qui est un tableau qui appartient à Saint-Gobain, sur la visite de la duchesse du Berry de l'usine de Saint-Gobain de 1822. Vous la voyez ici. Alors, le verre est versé sur la table métallique. 2 ouvriers, appelés teneurs de main, maintiennent les réglettes qui déterminent les dimensions et l'épaisseur de la glace. Le verre est laminé par un rouleau sous la surveillance de 2 grappineurs qui retirent les dernières impuretés. Voilà. Donc vous voyez que ce procédé... Ensuite poussé dans un four à recuire, la carcaise. Alors, attendez, je suis allé un peu vite. Donc je reviens en arrière. Voilà. Vous voyez que ce procédé, sa révolution, je peux vous dire l'innovation qui était derrière, c'était que avant, vous étiez limité, comme je vous l'ai expliqué, par le poids du verre que pouvait supporter le souffleur. Et dans le cas de la glace, comme ensuite, vous allez le voir tout de suite, il fallait ôter du matériau pour le rendre les surfaces parallèles pour améliorer l'optique, et puis ensuite ce qu'on appelle le procédé d'adoucissage, puis ensuite le polir pour le rendre la transparence au verre, de façon à polir complètement la surface. C'était des procédés qui étaient longs, mais qui prenaient à peu près la moitié de l'épaisseur du matériau. Et donc, il fallait faire du verre 2 fois plus épais pour faire du verre à glace que du verre à vitre, et même un peu plus parce qu'il fallait que les glaces soient assez épaisses. Et donc, vous étiez limité par des petites tailles, parce que le poids de ce verre épais n'était pas supportable par le souffleur. La coulée sur table a permis de faire des verres de beaucoup plus grande taille, grâce à ces réglettes qui sont expliquées, donc vous réglez la hauteur. Ensuite, malgré le adoucissage et le polissage, vous pouviez avoir des glaces de grande taille, transparentes et parfaitement contrôlées d'un point de vue de l'optique, et pouvoir faire donc des miroirs de très grande taille. Ça a été l'innovation majeure de Saint-Gobain à l'époque, qui a permis de faire des miroirs de grande taille. Alors très rapidement, les 2 opérations, le adoucissage d'abord. Le adoucissage consiste à rendre la glace parfaitement plane. C'est la première opération de finition de la glace brute. On frotte 2 glaces l'une contre l'autre en ajoutant des matières abrasives de plus en plus fines. Alors, à la glace sa transparence. On parle du polissage maintenant. La glace est scellée au plâtre sur un établi et frottée par un polissoir, planche de bois tendre enduite de potée. Il s'agit d'une pâte abrasive constituée d'oxyde de fer qui lui donne sa couleur rouge.
Voilà. Ce sont des opérations qui duraient plusieurs jours pour chaque plaque. Donc, vous voyez qu'effectivement, la glace était un matériau beaucoup plus élaboré que la vitre, puisque la vitre, vous l'obteniez finalement après l'étendage, après l'étendrie, c'était du verre à vitre. C'est pour ça qu'il était un peu gondolé et que l'optique n'était pas parfaitement contrôlée. Par contre, la glace, avec l'opération de doucissage puis l'opération de polissage, vous aviez un matériau parfaitement parallèle, les deux surfaces étaient parfaitement parallèles et en même temps parfaitement transparents après l'opération de polissage. Alors, ici, c'est intéressant de voir que nous sommes maintenant en 1950, donc plusieurs siècles après l'invention, 2 siècles après l'invention de la coulée sur table, et vous voyez encore une coulée sur table moderne, en quelque sorte, dans les années 50, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui, par des ouvriers de l'usine d'Herzogenrath en Allemagne. Et vous pouvez voir que le procédé, à part que les objets sont un peu plus gros que ce qu'on a vu tout à l'heure, n'est pas très différent. Vous avez le verre qui est amené, vous voyez le rouleau à droite, et le verre en fusion va être versé encore pâteux sur la table, et vous avez le rouleau. Ensuite, vous voyez les réglettes de chaque côté. Le rouleau va venir laminer en quelque sorte cette pâte de verre pour lui donner sa forme d'une grande surface plate qui demandera à être doucie et polie, parce qu'évidemment, après ce traitement, la surface n'est pas très parallèle, n'est pas non plus très transparente. Alors, ces blocs, vous voyez ici une grande surface vitrée préparée par ce procédé, portée par des ouvriers, donc on a augmenté largement la taille. Et ensuite, je vous montre juste une étape, l'étape du doucissage, où on va retrouver, coller sur du plâtre, ces grandes plaques. La glace brute ainsi obtenue était alors posée sur un grand plateau rond où il fallait la sceller au plâtre, et au sabot. Voilà. Vous voyez les ouvriers qui dansent la danse du sabot pour que la plaque de verre soit bien collée sur le plâtre afin ensuite de pouvoir l'adoucir et la polir. Opération qu'on fera par la suite. Alors, ce procédé classique, j'ai passé très rapidement des tas d'étapes passionnantes sur les procédés verriers, en particulier autour du four et de la mise en forme après le four, est devenu une sorte de procédé continu. On faisait fondre, comme on le fait maintenant, le composé dans un four de façon continue, et on tirait sur une lame de verre à travers des rouleaux qui supportaient cette lame de verre fondu qui avait déjà commencé à être solidifiée. Et ensuite, dans ce procédé qu'on a appelé le procédé douci-poli en ligne, où en ligne, c'est-à-dire de façon continue, on opérait la fonction de doucissage et la fonction de polissage. J'ai mis une flèche pour montrer que le bas était continu par rapport au haut, c'était un seul procédé. Et l'usine emblématique dans les années 50 qui faisait ça, c'était l'usine de Chantraine, au nord de Paris. Et ce qui est intéressant, je me souviens avoir discuté avec Maurice Hamon, qui était notre historien, qui avait interviewé des anciens verriers de l'époque de Chantraine, et l'usine était considérée comme ce qu'ils appellent une usine pour ingénieurs. C'est-à-dire qu'il y avait des moteurs partout, des poulies partout, c'était très très compliqué. Et le verre de qualité Chantraine, c'était la glace de qualité Chantraine, c'était le nom qu'on lui donnait, était considéré comme une des meilleures et plus belles glaces d'Europe à l'époque. Mais c'était la fin des diligences. Ce procédé, en fait, qui était le fleuron de ce que faisait Saint-Gobain, allait bientôt être détrôné par un procédé incroyablement plus astucieux et surtout moins compliqué, qui a permis de fabriquer du verre de façon moderne, qui est le procédé flotte. Alors, avant ça, je peux vous montrer le procédé innovant du vitre, quand même de la vitre, qui a longtemps été fait par soufflage, comme je vous l'ai décrit, mais au début du XXe siècle, il y a un procédé un peu plus productif, même beaucoup plus productif, qui est arrivé, qui est le procédé qui a eu des tas de noms différents, hein, Fourcault, Pittsburgh, etc., selon les inventeurs et les endroits où il a été inventé, qui était le verre étiré. Alors, je vous montre juste, bon, ça c'est le procédé historique, vous voyez que les souffleurs étaient quand même, pour le verre à vitre, arrivés à faire des cylindres de grande dimension, hein, ça vous demande toute l'agilité et la force qu'avaient ces souffleurs, puisque c'était fait par soufflage, hein, une fois qu'on avait coupé les deux bouts. Vous voyez la qualité dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, à travers 2 vitres de ce type, voilà, c'est un peu flou et un peu ondulé, même si la lumière passe largement. Et l'étirage a été, de ce point de vue-là, un très grand progrès. Alors, l'étirage, c'était de faire un four en bas
et ensuite de tirer le verre sous forme d'une plaque verticale qui refroidissait au fur et à mesure qu'elle montait, et on pouvait quasiment faire un procédé continu. Je vais vous en montrer un tout petit film. Faisant toujours preuve du dynamisme qu'elle a montré dès son origine, la célèbre compagnie, par son implantation internationale, préfigure aujourd'hui l'Europe industrielle de demain. Voilà, vous avez compris, on tire vers le haut et puis ensuite on coupe le bas et on continue à tirer. On peut faire comme ça un procédé quasiment continu qui permet de faire des plaques. Alors, ces plaques n'étaient pas parfaites d'un point de vue optique, ça n'avait pas la qualité de la glace. C'est typiquement la qualité que je vous ai montrée tout à l'heure à travers l'image de la Tour Eiffel, entre guillemets, respectivement par la glace et par la vitre. Alors, le procédé qui a tout révolutionné, et je vais terminer un peu par ça, c'est le procédé float. Alors, il y a plein de choses à raconter sur le procédé float, je vais essayer d'être rapide, mais c'est une histoire passionnante. Alors, d'abord, ça a été une innovation radicale. L'idée même de faire ce verre, d'ailleurs, au début, c'était pas, le procédé est arrivé non pas pour faire réellement ce qu'il a fait, mais pour, disons, transformer ou améliorer la qualité du verre existant. Personne n'avait l'idée qu'il allait être aussi productif et aussi réussi. Ça a été très compliqué à mettre au point. L'idée générale, qui est absolument géniale, consistait à faire fondre le verre dans un four et le déverser sur un lit de bain d'étain, sur un lit d'étain fondu, donc un bain d'étain fondu, de façon à ce que, parce que c'était deux liquides, les tensions superficielles du verre liquide sur du bain fondu étain liquide fasse qu'il acquiert une qualité optique qui est quasiment la qualité lorsque le verre est élaboré à l'air, qu'on appelle élaboré au feu, qui est aussi la raison pour laquelle le verre est transparent quand il est étiré, comme on l'a vu, ou fabriqué par soufflage. En fait, l'étain était là pour faire un peu comme si on faisait du verre soufflé, sauf que d'un côté, vous aviez le liquide parce qu'il fallait supporter, de l'autre côté, vous aviez de l'air. Alors, cette idée de faire couler un ruban sur un banc d'étain fondu, vous avez ici une usine moderne de float, vous avez, alors je pense que je vais quand même essayer de couper complètement le son, vous avez le four, puis ensuite ce ruban ce four qui est transformé en ruban, ce ruban qui refroidit pour devenir transparent lorsque le verre est à plus qu'à quelques centaines de degrés, et au bout, vous allez couper continuellement le verre sous forme de plaque. Alors, ce qui est intéressant dans ce procédé, mais je n'aurai pas le dire, c'est qu'on est capable de régler l'épaisseur du verre par un mécanisme qui est ce qu'on appelle des top rolls, qui permet de pousser ou de tirer sur le verre lorsqu'il est encore mou et sous forme ruban, de façon à régler la propriété. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer ça, mais je vais dire quelques mots sur l'innovation pour vous montrer que l'innovation industrielle n'est pas non plus une chose facile. L'idée, c'était en fait d'effacer les traces de rouleau, donc dans ce verre sur rouleau là, qui était en le réchauffant sur un bain d'étain. Donc, vous voyez, la première idée, c'était d'améliorer le verre fabriqué entre deux rouleaux laminés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Très rapidement, il a fallu séparer une équipe spéciale de l'équipe centrale parce que l'équipe centrale n'y arrivait pas et c'était très compliqué. Et l'idée a été de créer une équipe spécifique dévolue à ça. Et très vite, l'ingénieur en charge, qui s'appelle Alastair Pilkington, alors je n'ai pas le temps de vous raconter, mais si j'ai une question, j'y répondrai. Alastair Pilkington n'était pas de la famille des Pilkington, qui était la famille qui possédait l'entreprise qui a inventé le procédé float de Pilkington. C'est une curieuse histoire, mais ce monsieur Alastair Pilkington, qui n'était pas de la famille des Pilkington, a été quand même le directeur du projet float pendant longtemps. Il a d'ailleurs utilisé son nom pour... Les employés ne savaient pas très bien s'il était de la famille ou pas, et je pense que ça lui a permis de passer quelques étapes un peu délicates d'invention coûteuse de son procédé. Et finalement, il est arrivé au bout de son procédé plus de 13 ans, plus de 10 ans après les premières idées, en ayant failli ruiner l'entreprise Pilkington, parce que ça coûtait très très cher de le mettre au point, et pour finalement devenir un succès mondial. Alors, je voudrais terminer sur ce schéma qui est très intéressant. On a la chance à Saint-Gobain d'avoir des gens qui se sont intéressés à l'histoire de Saint-Gobain, et en particulier une thèse faite par un thésard du CNAM dans les années 90, qui a repris, en mettant ça en francs constants, on va le dire comme ça, en euros constants, le coût de fabrication du verre de vitre et du verre de la glace
en fonction du temps. Et vous avez ici en échelle log, en vert, le coût de la glace, le coût de fabrication de la glace, au mètre carré, si vous voulez, voilà, le prix de revient. Et puis en gris, en carré gris, le coût de fabrication du verre à vitre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai replacé les dates des innovations dont je vous ai parlé, ou une partie dont je vous ai parlé, dans ces dates-là. Et ce que vous voyez, si vous suivez les carrés verts et gris, vous voyez que chaque fois qu'il y a une innovation qui est montrée par ce trait noir, eh bien, le prix a fait un bond vers le bas pour ensuite reprendre une continuité vers le bas continue jusqu'à la prochaine innovation qui a refait un bond vers le bas, repris une diminution continue et ainsi de suite. Et vous voyez que dans le cas du verre glace, de la glace, il y a 3 innovations majeures que j'ai marquées qui correspondent réellement à des sauts quantitatifs du coût de revient de la glace, alors que dans le cas du verre à vitre, l'étirage qui donc date des années 20-30 a été la raison de la baisse assez importante du coût de fabrication. Et finalement, le verre flotte a fini par faire se rejoindre les deux parce que la qualité du verre flotte est telle que l'on peut faire de la glace ou du verre à vitre dans les deux cas de bonne qualité. Il n'y a maintenant qu'un seul procédé pour fabriquer les miroirs ou pour fabriquer le verre à vitre, c'est le procédé flotte. Voilà. Alors juste pour vous montrer que du verre moderne très fin, on arrive à en faire des rouleaux. Hein. Le verre se processe aussi comme d'autres matériaux sous forme de rouleaux. On peut acheter des rouleaux de verre très très fins. C'est essentiellement pour ce qu'on appelle le cover glass, c'est-à-dire le verre qui recouvre vos appareils de téléphone ou vos iPads ou iPhone de ce type d'objet. Voilà. Alors, juste pour terminer, je suis désolé d'avoir pris un tout petit peu plus de temps que prévu, juste pour terminer, ce matériau merveilleux qui a donc ses propriétés de transparence et ses propriétés de viscosité qui sont dues à cette structure amorphe, eh bien, c'est encore une problématique scientifique moderne, de la physique moderne. On ne sait pas, et il y a un débat encore vivant autour de ça, si ce liquide amorphe peut être présenté comme un liquide en surfusion, c'est-à-dire un liquide qui n'a pas encore cristallisé, qui a gardé sa forme amorphe de liquide parce qu'il n'a pas eu le temps cinétique de cristalliser, ou alors un nouvel état de la matière. Alors, je ne vais pas faire de la physique compliquée, mais cette idée de nouvel état de la matière est venue de ce qu'on appelle les verres de spin, qui ne sont pas en fait des verres exactement les mêmes que les verres de structure, qui ont des structures que je viens de décrire, mais qui sont aussi des états amorphes désordonnés avec des spins. Et ces verres de spin sont des nouveaux états de la matière, sont des états de la matière différents de l'état solide et liquide. Et en fait, depuis maintenant une dizaine d'années, il y a des articles à la fois théoriques et expérimentaux, un très très bel article expérimental qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 ans, qui démontre qu'il est possible que le verre ou les verres de structure fassent en fait partie aussi de cet nouvel état de la matière, différent de ce qu'on croyait d'un liquide en surfusion. Voilà, je voudrais remercier quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à récupérer ces magnifiques petits films et ces documents historiques de Saint-Gobain. À Saint-Gobain, on a la chance d'avoir des archives maintenant qui ont plus de 350 ans. Et Anne Alonso qui m'a beaucoup aidé à mettre tout ça en forme et à vous montrer ces illustrations. Voilà, je vous remercie et désolé d'avoir été un peu long et je vous rends très rapidement la parole. Merci beaucoup Didier Roux, c'était très impressionnant. Moi j'ai appris énormément de choses que je ne connaissais pas. Effectivement, comme on a pris un petit peu de retard, je passe tout de suite la main à Isabelle. À vous la piste. Merci beaucoup. J'aimerais peut-être partager mon diaporama. Oui, bien sûr. Voilà, je pense voilà, Didier s'est enlevé, donc vous pouvez effectivement partager votre diaporama. Donc, alors, j'espère que je vais bien y arriver. Il n'y a pas de raison. Voilà. Il faut appuyer sur partager l'écran. Voilà, c'est ce que je suis. Voilà. Là, vous le voyez ? Voilà, et voilà, et là, de faire après, au niveau de votre PowerPoint, vous avez tout en bas, effectivement, pour le mettre en diaporama. Absolument. Non, c'est à côté du moins. Non, oui, voilà, vous y êtes, juste à côté, juste à droite, voilà, juste là. Voilà, très bien. Voilà, donc merci beaucoup Didier Roux, c'était vraiment extrêmement passionnant, effectivement. Donc moi, je serai beaucoup plus brève et pas du tout technique parce que vous avez tellement bien expliqué toute
les propriétés et la question technique du verre. Que moi, je vais plutôt être dans une approche plus phénoménale, plus artistique. Donc, le CIRVA est un lieu qui est situé à Marseille, comme je vous le disais, qui s'appelle le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques. C'est un centre d'art qui a été créé en 1983, qui a été créé à l'initiative du ministère de la Culture dans le cadre des lois de la décentralisation. Parce qu'à l'époque, au début des années 80, dans le champ artistique en France, on avait très peu de centres d'art situés en dehors de Paris, très peu de lieux pour la création. Et au moment du ministère de Jacques Lang, il y a eu vraiment un engouement et un vrai désir de créer différentes structures en France. Et donc, le CIRVA a fait partie de cette vague de décentralisation. Et pourquoi à Marseille? Bien, vraiment, il n'y a pas du tout d'histoire particulière du verre à Marseille. Donc, il se trouve qu'il y avait une école d'art située à Aix-en-Provence dans laquelle il y avait un enseignement déjà de céramique et de verre, donc des arts du feu. Ce qui était très rare en France. On n'avait que l'école de Strasbourg à l'époque qui était dotée d'un tel département. Et à ce moment-là, il y avait deux enseignants de cette école, Jean Biagini et un autre enseignant, qui ont pensé que ce serait intéressant de pouvoir créer au sein même d'une école un lieu de recherche et un lieu de production pour les artistes et les étudiants de l'école pour le matériau verre. Bon, il se trouve que cette initiative a été vite trouvé ses limites, puisque le travail du verre est un travail très exigeant et très dispendieux aussi. Hein. Il faut quand même un certain nombre de matériels qui coûtent relativement cher, des fours qui sont difficiles à entretenir. Donc, c'est pourquoi le ministère de la Culture, en trouvant cette initiative extrêmement intéressante, puisqu'il existait très très peu de lieux pour les artistes pour travailler ce matériau, a décidé de rendre ce projet autonome et de créer ce centre d'art. Donc, vous voyez quelques images que je fais défiler un petit peu au fil de mon intervention à Marseille. Donc, un artiste, un poète italien me disait un jour « Le verre est une énigme qui permet de garder l'art vivant ». C'est vrai que cette phrase condense tout à fait ce que le CIRVA souhaite faire dans la durée, c'est-à-dire pourquoi le CIRVA a été créé. Le CIRVA a été créé pour faire se rencontrer l'artiste et l'artisan. Donc, au sein du CIRVA, nous avions, bon, moi je ne suis plus directrice, mais j'en parle comme si ça existe toujours et c'est toujours extrêmement vivant. Donc, il y a environ 6 techniciens verriers qui sont à la fois des spécialistes du soufflage, bon, ça n'a absolument rien à voir avec l'industrie, on est d'accord, c'est vraiment du pur artisanat et comme vous voyez les installations, vous pouvez vous rendre compte que c'est loin d'être une usine telle que Saint-Gobain. Donc, c'est vraiment un laboratoire de recherche qui est dédié à la rencontre entre l'artiste et le technicien verrier. Donc, 6 techniciens verriers qui sont souvent des jeunes gens formés en France ou à l'étranger, des Argentins, des Suédois, des Japonais, des Français, des Italiens se sont succédés et ont mis à profit leurs compétences pour les artistes. Souvent, lorsqu'ils sont formés en France, dans une école qui s'appelle le CERFAV, qui est le Centre européen de recherche et de formation pour le verre, des arts verriers, qui est à Vannes-le-Châtel, à côté de Nancy. Et donc, le principal atout de ce centre d'art, qui est un centre d'art très atypique, c'est que, bien sûr, c'est un lieu de production, mais c'est surtout un lieu de recherche où on prend le temps, beaucoup de temps, pour accueillir les artistes, pour faire en sorte qu'ils se sentent déjà chez eux dans cet environnement. Il y a toujours un seul artiste qui vient à la fois et les résidences, en général, peuvent durer jusqu'à 2 ans. Bon, ça va vous paraître extrêmement long, mais bien sûr, ce n'est pas 2 ans de travail en continu, mais les projets sont accompagnés pendant un minimum de 2 ans
pour pouvoir vraiment permettre à ces artistes qui ne connaissent pas le matériau, qui sont qui sont vraiment néophytes et qui sont des artistes d'art contemporain qui travaillent toutes sortes de matériaux, mais pas le verre, qui n'en connaissent pas les techniques, et bien de pouvoir rencontrer ce matériau, le découvrir, le questionner à travers vraiment un temps d'observation et un temps de recherche. Donc, les artistes en général viennent sur des périodes de 2 semaines de travail. Ensuite, ils repartent chez eux, ils mûrissent, ils digèrent ce qu'ils ont engrangé. Ils continuent à réfléchir à leur projet et ensuite ils reviendront. En général, ce sont des rythmes tous les 2 mois pendant environ 2 ans où plusieurs œuvres sont réalisées. Donc là, par exemple, vous avez un projet de Pascal Brocolicki, qui est un artiste qui travaille l'art sonore et qui avait développé un magnifique travail autour de la question de la résonance au sein même du verre. Vous voyez une installation, puisque les œuvres qui sont réalisées au CIRVA sont toujours destinées à être montrées dans des centres d'art ou dans des musées. Donc là, vous avez une installation dans la maréchalerie de Versailles, qui est un centre d'art installé dans les écuries de Versailles. Ensuite, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'au fil de ces presque 40 ans d'existence aujourd'hui, le CIRVA a accumulé ou a rassemblé une collection d'œuvres d'art qui comporte aujourd'hui 800 œuvres. Cette collection est encore conservée sur place au CIRVA, mais elle sera certainement donnée à l'État puisqu'il s'agit vraiment d'une collection d'envergure nationale. Et je n'ai pas encore mentionné que nous travaillions avec des artistes français, mais également avec des artistes internationaux. Et donc, cette collection est destinée à être montrée dans le cadre de prêts ou dans le cadre de commissariats d'exposition en France, à l'étranger, dans différents musées. Donc, vous avez certainement dû rencontrer dans le passé des œuvres réalisées au CIRVA, notamment, par exemple, je pense aux vitraux de Soulages à l'abbatiale de Conques, qui ont été les vitraux n'ont pas été réalisés sur place, mais toute la recherche qui a permis à Pierre Soulages d'aboutir à cette qualité de matière et de couleur qui ressemble à de l'albâtre, toute cette recherche qui a duré 5 ans a été réalisée au CIRVA et nous conservons tous les échantillons de verre qui ont permis d'aboutir à ces magnifiques vitraux que vous devez connaître à l'abbatiale de Conques. Voilà, donc là je vous montre quelques photos qui sont des photos assez dynamiques, puisque les artistes qui viennent au CIRVA sont des artistes, comme je le disais, de différents horizons. Pourquoi est-ce qu'ils viennent au CIRVA? Pourquoi est-ce que le verre est si populaire aujourd'hui? Il est de plus en plus dans l'art contemporain, mais je pense que Didier Roux l'a évoqué déjà. Les artistes sont toujours extrêmement passionnés et assez fascinés par les propriétés dont parlait Didier Roux, la transparence, la viscosité, l'antinomie entre dureté et fragilité également, et puis une très grande résistance. Donc, ça, ce sont toujours des choses qui vont passionner les artistes et qui vont leur donner envie d'intégrer ce matériau dans des installations, dans des sculptures comme celles que vous voyez là, qui sont en général, pardon, j'ai mon téléphone qui sonne, pardon, excusez-moi, qui sont souvent des œuvres vraiment pour le plaisir des yeux et pas seulement pour être intégrées à l'architecture comme les vitraux de Conques dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc j'insiste sur le fait que c'est un lieu où on accorde beaucoup de temps aux artistes, parce que c'est très rare que les centres d'art travaillent avec des artistes dans une durée si longue. En général, un centre d'art va proposer une exposition à un artiste, va lui donner des moyens pour produire une œuvre, mais n'aura pas les moyens techniques sur place pour produire cette œuvre. Et cette œuvre sera produite avec des entreprises
qui seront sous-traités et dans des temps en général très courts. Donc, le CIRVA a vraiment tout misé sur la question du temps et du dialogue. Et surtout, ce n'est pas un lieu où on répond à des commandes, c'est un lieu où on invite les artistes en résidence, soit par le biais de le directeur ou la directrice qui est en poste, qui connaît assez bien l'art et qui chemine à travers au moins l'Europe ou parfois le monde pour rencontrer des artistes. Donc, soit des invitations, soit des appels à projets qui sont diffusés à l'international et pour lesquels les artistes peuvent postuler et envoyer leur dossier. Souvent, seulement sur intention. Il n'y a pas nécessité à avoir un projet complètement ficelé, puisqu'il s'agit surtout que l'artiste rencontre ce matériau et juste une histoire d'intuition et d'intention peut suffire à venir, à ouvrir la porte du CIRVA et à venir y travailler. Voilà, donc je vais pas être beaucoup plus longue. J'ai été assez large, mais Monsieur Roux a été tellement précis dans son intervention que je pense que l'intérêt pour vous, pour moi, c'était de vous présenter un petit peu la variété de ce qui est offert dans ce centre d'art situé à Marseille. Voilà, donc je vous défile encore quelques images, des images qui vous permettent de voir à quel point il y a une vraie intimité ou en tout cas une complicité qui s'installe entre les artistes et les artisans. Beaucoup de plaisir, il faut toujours garder beaucoup de plaisir lorsqu'on réalise des œuvres et des œuvres qui sont de manière générale extrêmement variées. Celle-ci, c'est une grande installation qui était montrée dans un centre d'art à Ivry-sur-Seine, le CREDAC. Voilà, donc je vais terminer là-dessus et si vous avez des questions, eh bien, je reste à votre disposition pour y répondre. Et voilà, je passe la parole à Axel, à notre modératrice. Merci beaucoup, merci Isabelle. C'est vrai que vous nous avez offert tous les deux belles approches, avec une approche très technique et une autre particulièrement artistique. Les deux sont vraiment très intéressantes et j'ai appris beaucoup de choses. Au niveau des questions, on a eu pas mal de questions qui ont été posées, donc je vous laisserai prendre la main et l'un et l'autre quand vous sentez plus à l'aise sur les questions. Et puis, je pense que la répartition se fera de manière assez naturelle là-dessus. Donc, première question. C'est une question qui concerne en fait les spécificités du verre. J'ai regroupé en une question plusieurs points. Donc, elle concerne les spécificités du verre utilisé pour tout ce qui est hublot. Donc, que ce soit pour les engins spatiaux, les sous-marins ou même les verres blindés. La question était en fait sur quelles sont les spécificités de ces verres qui sont vraiment très particuliers. Alors, je peux répondre à ça. Alors, je n'ai pas eu le temps, évidemment, d'écrire comment, entre guillemets, l'imagination des industriels et des chercheurs a permis de compenser cette propriété que je décrivais du verre comme étant fragile. Effectivement, de tout temps, il y a toute une grande quantité de procédés, de formulations ou d'aménagements qui permettent de compenser cette propriété. Alors, je ne vais pas les décrire, je vais pas prendre deux extrêmes. Bon, d'abord, il y a le verre Securich, c'est-à-dire mettre une feuille de plastique entre deux verres pour faire maintenir les propriétés et lui donner un peu de capacité à dissiper l'énergie lors d'un choc. Mais il y a aussi le verre trempé, que je n'ai pas décrit, qui consiste à faire subir au verre une chute rapide de température. On peut aussi faire ce qu'on appelle le trempage chimique, c'est remplacer des ions par d'autres pour donner une tension au verre qui le rend beaucoup moins fragile. Je vais juste aller reprendre l'exemple tout à l'heure de la transparence et du saphir. Dans le cas des véhicules militaires, en particulier les véhicules militaires de haut de gamme, eh bien, on peut faire des hublots transparents, non pas en verre, mais en saphir, c'est-à-dire en monocristal d'oxyde d'aluminium, c'est le saphir, et vous retrouvez à la fois la transparence, mais avec cette fois des propriétés de fragilité infiniment meilleur que le verre, et ça sera, on retombe sur le monocristal, c'est comme une pierre précieuse, si vous voulez, qui fait votre hublot. C'est l'extrême au niveau du coût et des propriétés. Voilà. Mais on peut mettre aussi du plomb dans la formulation du verre. Enfin, il y a des tas de technologies dont effectivement le but était de diminuer la fragilité du verre dans ces applications où elle est embêtante.
D'accord, très bien, merci. On a donc ensuite la question suivante qui est relative aux températures en fait. Comment est-ce qu'on peut obtenir des températures aussi élevées, par exemple jusqu'à 1000 degrés? Et puis Bah, aussi, cette chaleur fatale qui est générée, comment est-ce qu'elle peut être réutilisée? Alors, donc très rapidement, d'abord, avant tout, on a fait fondre le verre pendant très longtemps dans des fours à bois. Donc voilà, si vous arrivez suffisamment à chauffer votre four à bois, c'est-à-dire la voûte de votre four, vous pouvez atteindre des températures qui permettent au verre de fondre, pas à la silice pure, mais au verre. Ensuite, en gros, vous avez toutes les ressources des énergies modernes qui peuvent être utilisées pour faire fondre du verre à des températures donc de 1500, entre disons 1300 et 1500, 1600 degrés. Vous avez bien évidemment le fuel par des brûleurs ou le gaz par des brûleurs. Vous avez aussi l'électricité. Il existe des fours électriques, c'est-à-dire que vous utilisez le fait que le verre en fusion soit conducteur de l'électricité pour plonger des électrodes dans le verre fondu. Et ces électrodes, par effet Joule, simplement en faisant passer de l'électricité, chauffent le verre et vous avez des fours électriques. Un certain nombre de fours électriques existent en France et ailleurs. Évidemment, ce n'est pas le plus économe d'un point de vue du coût, mais c'est déjà en niveau selon la façon dont l'électricité est fabriquée, permet disons, émettre moins de CO2, mais je pense qu'il y a une question autour de ça, donc je n'y réponds pas tout de suite. Voilà, c'est ça. Bah, c'était la prochaine question, effectivement, qui était en fait quelle émission de CO2 pour produire 1 kilo Voilà. de verre? Alors, il y a deux choses qui sont très importantes, et on va coupler l'énergie au CO2, vous allez comprendre pourquoi. C'est que si vous fabriquez du verre à partir de ces matériaux primaires, c'est-à-dire la silice, le carbonate de calcium et le carbonate de sodium, vous avez deux contributions au CO2. La première, c'est l'énergie qu'il faut en fonction de l'énergie que vous utilisez. Donc, si vous utilisez une énergie fossile, fuel ou gaz, à ce moment-là, l'énergie qu'il vous faut en brûlant ce fuel ou ce gaz va émettre du CO2. Donc ça, c'est pour élever la température du verre et le faire fondre. Mais la réaction chimique dont je vous ai parlé, qui consiste à faire fondre ces constituants, émet elle-même du CO2. Ce carbonate de calcium ou ce carbonate de sodium, en se décomposant, vous avez carbonate dans lequel il y a du CO2, ben ce CO2 s'échappe sous forme de bulles, et ces bulles de CO2 contribuent à l'émission de CO2. Alors, en gros, ce n'est pas moitié-moitié, c'est un peu plus de la moitié pour l'énergie et un peu moins de la moitié pour l'émission liée à la chimie. Voilà. Alors, c'est important d'avoir ça en tête parce que ça explique le recyclage du verre. Lorsque vous, donc, je reprends, pour fabriquer du verre, il faut que vous ayez de l'énergie pour le faire fondre, mais il faut aussi de l'énergie pour compenser la réaction chimique, qui est ce qu'on appelle endothermique. C'est une réaction chimique qui consomme de l'énergie. Donc, quand vous amenez de l'énergie au verre, elle sert à deux choses, à faire fondre le matériau, mais aussi à compenser la réaction chimique qui consomme de l'énergie. Et ensuite, vous émettez du CO2 pour deux raisons, parce que vous amenez de l'énergie avec une énergie fossile, et parce que la réaction chimique dégage elle-même du CO2. Donc, si vous avez ça en tête, vous avez tout de suite compris l'importance du recyclage. Si vous recyclez du verre, c'est-à-dire du verre qui a déjà été fabriqué une fois, vous n'avez plus besoin de l'énergie pour la réaction endothermique, puisque la réaction a déjà eu lieu et le verre est déjà fabriqué en quelque sorte, et vous émettez moins de CO2 parce que vous n'avez pas besoin le CO2 a déjà été émis lors de la première élaboration. Donc, utiliser du verre qui a déjà été fabriqué une fois, c'est ce qu'on appelle le calcin. Donc, le verre en bouteille que vous mettez dans les récupérateurs des bouteilles. Eh bien, ce verre, quand vous l'utilisez pour faire de nouvelles bouteilles, ces bouteilles faites en verre recyclé, elles consomment pas 2 fois moins, mais presque 2 fois moins d'énergie, et elles émettent pas 2 fois moins, mais presque 2 fois moins de CO2. Voilà pourquoi c'est important pour l'environnement de recycler le verre. Alors, on peut aussi évidemment en faire des consignes, etc. Mais je voulais insister là-dessus parce qu'il faut comprendre que l'énergie et le CO2, dans les deux cas, faire du verre neuf coûte plus d'énergie et plus de CO2 que recycler du verre. Ça tombe bien que vous parliez du recyclage parce qu'effectivement, on a eu plusieurs questions dessus. Donc, il y avait une question d'une personne qui demandait pourquoi ne faut-il pas mélanger le verre plat et le verre creux pour le recyclage du verre. Et une deuxième question liée qui était en fait sur les difficultés de la gestion des verres de différentes couleurs pour le recyclage. Oui, alors, donc très bonne question. Alors, d'abord,
effectivement, comme il a été dit, la grande partie du calcin, la grande partie du verre recyclé provient des bouteilles de verre et pas du verre plat, du verre à vitre ou du verre automobile. Alors, il faut savoir que ce n'est pas tout à fait les mêmes compositions et qu'il y a des difficultés aussi liées au verre plat et au verre automobile qui sont liées au fait que vous avez des traitements sur des couches de verre qui rajoutent des composants qui, quelquefois, sont pas très agréables dans les fours verriers. Donc, le verre bouteille est plus élaboré. Mais la vraie raison pour laquelle le verre automobile et le verre bâtiment n'est pas recyclé, c'est parce qu'il n'y a pas de filière de récupération, de traitement et de remise sous forme de calcin. On bute sur un modèle économique qui a été mis en place pour le verre bouteille et qui n'est pas en place pour le verre de bâtiment ou pour le verre automobile. Alors, je reviens sur le verre de bouteille. Selon les pays, on sépare ou pas les verres de couleur, c'est-à-dire le verre vert des bouteilles de vin ou le verre brun des bouteilles de bière, du verre transparent des bouteilles d'eau. On ne fait pas ça en France, et c'est un tort. Parce qu'en Allemagne, par exemple, où les verres de couleur sont séparés, vous pouvez utiliser du verre vert pour refaire des bouteilles de vin, du verre blanc pour refaire des bouteilles d'eau, et du verre brun pour refaire des bouteilles de bière. Par contre, en France, où vous mélangez tous les verres, alors on peut les trier, ça coûte du temps et de l'énergie et des sous pour séparer ensuite le verre blanc du verre vert ou du verre brun, mais si vous les mélangez, vous ne pouvez que faire du verre pour bouteille de vin. Parce que dès que vous avez du verre vert, il est de couleur verte et donc il peut être ajouté à faire de la couleur verte, mais pas à faire de la couleur transparente. Autrement dit, en France, la très grande majorité des bouteilles de verre d'eau transparent, il est fait avec du verre neuf, donc qui consomme plus d'énergie et qui consomme plus de CO2. Alors qu'en Allemagne, où les filières sont séparées au niveau de recyclage, eh bien, on refait des bouteilles d'eau avec du verre recyclé de bouteilles d'eau. Voilà. Juste pour que vous compreniez que la couleur, effectivement, la gestion de la couleur dans le recyclage est un problème important. Ah ben, ça, là, ça va être une appréciation personnelle, mais moi, je trouve ça dingue qu'on n'ait pas développé ça, parce qu'au final, on se prive de toute une partie du recyclage de bouteilles, en fait, d'après ce que vous nous dites. Oui, mais il y a aussi autre chose. Soyons clairs sur les chiffres. En Allemagne, vous avez 90% du verre bouteille qui est recyclé. En France, vous êtes plutôt à 60-70%. Le comportement des citoyens est aussi un élément, alors que vous avez des containers partout et que tout le monde peut déposer ses bouteilles quelque part. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle beaucoup de faire des systèmes durables, recyclables, etc., il est extrêmement important que toute la chaîne soit alignée, du comportement individuel au comportement industriel. Tout le monde est quelque part dans la chaîne garant, complice, quelque part responsable que l'ensemble marche bien. Donc ça commence par le geste qui consiste à amener ces bouteilles de verre dans un container. Et en France, même si on peut considérer que 60-70% c'est beaucoup, c'est quand même beaucoup moins qu'en Allemagne, où on est à 90% environ. D'accord. Ah bah, et je pourrais dire qu'aujourd'hui, on manque de calcin, c'est-à-dire que les entreprises qui fabriquent du verre cherchent toujours plus de calcin. On est en manque de calcin, c'est-à-dire que s'il y avait plus de gens qui posaient leurs bouteilles dans les containers, ces bouteilles serviraient effectivement à fabriquer du verre avec moins d'énergie et moins de CO2. D'accord. Eh bien, écoutez, j'apprends des choses, je suis là pour ça. Voilà, alors, la prochaine fois, vous irez poser toutes vos bouteilles dans votre container, ce que vous faites déjà, j'en suis sûr. J'y pense vraiment, parce que là, c'est vrai que ça fait réfléchir. On avait une autre question sur la composition du verre et une question sur le colophane. Une personne se demandait si c'était toujours utilisé dans les pare-brises des véhicules aujourd'hui. Alors non, depuis cette invention du verre triplex, les choses ont fait du progrès. Aujourd'hui, c'est du PVB. C'est un plastique qui a les bonnes propriétés. On met du PVB, pas du colophane, dans les pare-brises automobiles. Voilà. Mais voilà, ça résulte. À l'époque, le plastique n'existait pas. À l'époque du colophane, dans des travaux dont j'ai parlé dans les années 1920-1930, le plastique n'était pas encore. L'invention du plastique date à peu près du moment de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, le développement fantastique que ça a eu entre les années 50 et de nos jours, avec les problèmes aussi comme on le sait, de pollution, etc., qu'il faut aussi gérer pour un peu les mêmes raisons que le verre. Quand vous regardez une part des problèmes, alors il y en a qui relèvent de la responsabilité des industriels, il y en a qui relèvent de la responsabilité des réglementations, il y en a qui relèvent de la
responsabilité du comportement individuel. Et une fois de plus, sans vouloir viser les uns ou les autres, les choses marchent bien quand on envisage un développement durable lorsque tout le monde est responsable de ses actions, en ayant conscience de pourquoi il le fait et à quoi ça sert, parce qu'il y a aussi besoin de pédagogie dans ce monde-là. D'accord. Très bien. Là, c'était une des premières questions qui avait été posée et je ne sais pas si elle sera aussi également pour Isabelle. Une personne qui demandait si au niveau donc, de l'architecture, il y avait des dispositions qui avaient été prises pour ce qui est en fait, de la transparence du verre et le fait que certains animaux ne voient pas le verre, notamment les oiseaux, et que ça pose certains problèmes. Est-ce qu'il y a des innovations, des idées qui ont été développées pour éviter ça? Alors, je ne sais pas si Isabelle veut répondre à cette question. Alors, moi aussi, je vais être incapable de répondre précisément à cette question. Effectivement, il n'y a pas que les oiseaux. Je me souviens personnellement, un jour que j'étais en vacances, je crois que c'était à l'île Maurice, à avoir essayé de rentrer dans l'appartement où se trouvait ma famille de nuit et qui était éclairé sans me rendre compte qu'il y avait une paroi en verre entre les deux. Et je me suis cassé le nez ou presque sur cette verre. Donc, mais les oiseaux aussi, évidemment. La réponse est je ne sais pas, en dehors d'utiliser un verre coloré, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des techniques pour rendre le verre transparent, détectable par les oiseaux uniquement. D'accord. En parlant de technique, est-ce que le verre est un domaine dans lequel beaucoup de brevets sont déposés? Énormément, énormément. Alors là, si vous voulez, comme tous les grands domaines industriels, vous avez des milliers, voire des centaines de milliers de brevets depuis la création du verre. Peut-être une petite anecdote intéressante. Vous savez que Saint-Gobain a été créé sous Louis XIV par Colbert dans sa série de manufactures royales où il a industrialisé la France en créant des manufactures royales. Alors, dans le cas de Saint-Gobain, ce qui est intéressant, c'est que c'était pas une entreprise d'État, Saint-Gobain. C'était une entreprise qui avait le droit unique, le droit exclusif de fabriquer de la glace, des grandes glaces dont je vous ai parlé. Et ce droit était obtenu par ce qu'on appelait une lettre patente. Une lettre patente signée par le roi. Saint-Gobain a toujours d'ailleurs cette lettre patente historique dans ses archives, signée par le roi. On est même sûr, parce que vous savez que le roi, il avait des gens qui signaient à sa place. Là, on est sûr que c'est lui-même qui a signé cette lettre patente, qui donnait le droit à Saint-Gobain de fabriquer, à l'époque, ça s'appelait la manufacture royale des glaces, de fabriquer de façon exclusive des glaces. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, la lettre patente du roi est devenue patente en anglais, qui veut dire brevet. Donc, c'était une sorte de brevet initial. C'était un droit exclusif. Alors, non pas parce que c'était une innovation, encore que ça l'était un peu, même si elle est très controversée, je n'ai pas le temps de vous raconter pourquoi, mais cette lettre patente, c'était le brevet initial. Donc, le verre, la fabrication de la glace, vient d'une lettre patente de Louis XIV dans le cas de Saint-Gobain, et ensuite, bien sûr, de tas de brevets, d'améliorations. Et personne n'a, je pense, compté le nombre de brevets sur le verre depuis 3 siècles, mais je suis à peu près sûr qu'il doit en exister des centaines de milliers. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord, très bien. Il y avait une question qui sort un peu de cet exposé, mais que je trouve un peu intéressante. C'est sur la géopolitique de tout ce qui est autour du sable. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de sujets en disant que dans quelques années, le sable est une ressource devenue de plus en plus rare et que ça peut créer des conflits, des tensions au niveau géopolitique. Est-ce que ça, c'est quelque chose, ça vous parle? Ah oui, bien sûr. Alors, vous savez que l'accès au sable, d'abord parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas n'importe quel sable, c'est des sables en forte teneur en silice, et aussi pour le verre bâtiment à faible concentration d'oxyde de fer, parce que si vous regardez le verre sur la tranche, le verre bâtiment sur la tranche, il est un peu vert, de couleur verte. Et ça, c'est parce que vous avez de l'oxyde de fer qui est à l'intérieur, qui est réglé par son redox, donc qui n'est pas rouge, comme l'oxyde de fer trivalent qu'on trouve dans la rouille, mais qui est vert comme l'oxyde de fer divalent à cause du fait que vous réglez le redox dans le verre, dans la fabrication du verre. Alors, ce verre, donc légèrement coloré vert, les architectes ne l'aiment pas tellement, ils préfèrent du verre qu'on appelle le verre diamant, qui est en très faible teneur d'oxyde de fer, très transparent et qu'il faut faire justement avec des sables très spéciaux. Donc l'accès au sable est un vrai enjeu, pas seulement pour le verre, c'est aussi un enjeu dans toute l'industrie parce qu'il est de plus en plus difficile évidemment
de prendre du sable sur les plages. Il est de plus en plus difficile de draguer du sable au fond des mers et des océans. Le sable du Sahara ne convient pas vraiment pour, par exemple, faire du verre. Vous allez dire, il y a une grande réservoir. Oui, mais non, malheureusement, il n'est pas très adapté. Bref, oui, c'est un grand sujet de géopolitique, d'accès et de réglementation sur la quantité de verre. D'où aussi l'importance du recyclage, parce qu'effectivement, en dehors du CO2 et de l'énergie, recycler le sable, en quelque sorte, sous forme de verre, il vaut mieux utiliser du verre pour faire du verre que du sable nouveau. D'accord, très bien. J'avais une question du coup qui serait aussi pour Isabelle. J'ai une personne qui demande en fait comment on peut déposer un dossier dans votre organisme, de présenter un projet au CIRVA. Eh bien, il faut envoyer le dossier tout simplement, prendre contact avec la personne. En fait, sur le site internet, vous trouvez toutes les informations. Il y a des appels à projets qui sont lancés tous les 2 ans, je crois, puisque les résidences sont sur des durées très longues. Les appels à projets sont relativement, ne sont pas très fréquents, mais il faut vraiment aller sur le site internet et voir quels sont les délais et les mises à diffusion des appels à projets. D'accord, très bien. Bon, bah, on conseillera effectivement. Vous me donnerez le lien du site internet et je le transférerai à toutes les personnes qui sont inscrites à la conférence, comme ça ils pourront avoir toutes les informations. Je vais prendre une dernière question parce qu'il nous en restait 2-3, mais là on va être un petit peu court au niveau du temps. Et donc du coup, je vais prendre une dernière question sur apparemment ce qui s'appelle les Gorilla Glass. Ce sont des verres ultra résistants des téléphones portables et une personne se demande en fait comment ils sont réalisés. Alors, comme vous l'avez compris, je n'ai pas pu tout vous raconter, mais dans la deuxième conférence du Collège de France, j'explique effectivement cet autre procédé qu'on appelle le procédé de Fusion Draw, qui est un merveilleux procédé inventé par Corning pour fabriquer du verre extrêmement fin, qui est ce verre qu'on appelle le verre Gorilla, c'est le nom de marque de la marque Corning, il l'appelait verre Gorilla, qui est extrêmement fin et qui est le verre qui recouvre vos téléphones portables et aussi vos tablettes. Alors, je n'ai pas le temps de raconter l'histoire, elle est merveilleuse, à la fois de comment ça s'est passé, comment c'est fabriqué. Sachez que je le fais dans cette conférence, donc je vous encourage à aller la voir si vous êtes curieux. C'est une merveilleuse histoire d'innovation et de succès. Là aussi, après beaucoup d'échecs, un peu comme le procédé Float, après une période très compliquée sur le Fusion Draw, qui avait été quasiment abandonné par Corning. Au début, il l'utilisait pour vouloir faire du verre justement pour les automobiles, mais ça n'a pas réussi. Ils ont quasiment abandonné le procédé jusqu'à ce que, venant de Apple, au moment où Apple a lancé son iPhone, Steve Jobs appelle le patron de Corning parce que quelqu'un lui avait dit qu'il était capable de faire du verre très fin et remettre en route ces procédés de Fusion Draw qui permet maintenant de faire du verre d'une finesse extrême qui est celui que je vous ai montré dans les rouleaux. C'est ce verre-là qu'on peut présenter sous forme de rouleau. Très bien, bah, effectivement, moi je ne pensais pas que c'était possible de faire des rouleaux de verre. Donc, voilà. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Je suis désolée pour les dernières petites questions qu'on avait. Il va falloir qu'on termine maintenant cette conférence. En tout cas, merci infiniment à tous les deux. Moi, j'ai beaucoup appris et j'ai trouvé que les deux approches se complétaient vraiment bien. Je vais peut-être laisser la parole à Serge Chambaud qui souhaite peut-être vous dire 2 mots avant la fin de ce webinaire. Je ne sais pas si... Hop. Peut-être que Serge a quelques mots à nous dire, sinon... Attendez, hop. Bon, bah non, je ne pense pas. Ah, si, peut-être. Oui, j'arrive. Voilà, excusez-moi. Oui, ben écoutez, je voulais remercier au nom des 3 organisateurs, 3 associations organisatrices, les orateurs. Remercier les participants qui étaient, je crois, assez nombreux. J'ai cru voir qu'il y avait une petite centaine. Hein. Oui, voilà, c'est ça, on est sur une petite centaine. Voilà. Donc, merci à tous. Et puis, on vous attend pour la prochaine conférence qui n'est pas encore tout à fait planifiée, à moins qu'il y ait une date prévue. Non, pas encore.
Oui, la prochaine conférence aura lieu le 9 juillet, donc sur le même format, toujours en webinaire, même horaire. Donc là, par contre, ce sera le jeudi 9 juillet et ce sera sur le thème de la cohabitation entre les hommes et les abeilles. Et on accueillera pour la partie scientifique donc André Fougeroux, qui fait partie de l'Académie d'agriculture de France, et Monsieur Montebourg, qui lui apportera le côté ancien, donc bien comme tout le monde le sait, ancien ministre, mais il a également Et développé… industriel. Voilà. Il a également développé la marque Bleu Blanc Ruche, qui est une marque de miel. Et donc, du coup, on pourra avoir vraiment le côté et scientifique et entrepreneur sur le sujet donc, des abeilles et de la cohabitation jamais simple avec nous-mêmes les hommes. Et voilà, bah, écoutez, merci beaucoup à tous. Merci. Et puis, n'oubliez pas que donc, nous avons enregistré cette conférence et elle sera disponible sur la chaîne YouTube de la Société d'encouragement. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations en lien et aussi avec le site du CIRVA, par exemple, dans le mail de remerciement que je ferai à toutes les personnes qui se sont inscrites à cette conférence. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci beaucoup.